Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce petit point tracker du lundi matin. Nous sommes le 21 janvier, ça fait bientôt 204 jours que nos marins sont en course et on s'apprête à vivre un finish très intéressant donc, entre Jean-Luc Vandenette et Mark Slatz. Donc, vous voyez, si on regarde un petit peu la situation météorologique, on voit qu'il y a une énorme dépression là qui prend quasiment tout le haut de l'Atlantique Nord. Là, on voit l'Islande ici, l'Irlande là, et c'est vraiment un énorme système qui impacte et qui rend instable en fait la météorologie sous ce système. Il semblerait donc que si on s'intéresse à nos deux principaux protagonistes à l'approche des Sables d'Olonne, on va regarder à quelle distance ils sont des Sables d'Olonne. Vous voyez, Jean-Luc n'est plus qu'à un peu plus de 1000 milles des Sables d'Olonne. Il a donné, lui, une ETA qu'il prévoyait au 31 janvier, c'est ce que disent à peu près les chiffres ici. Et on voit qu'il a bien augmenté son avance donc, par rapport à la destination finale, les Sables d'Olonne, puisque son avance qui était descendue à une quinzaine de milles il y a quelques jours est remontée, là si on fait le calcul, entre 1031 et 1200, voilà, ça fait à peu près 210 000, 216 000 de différence. Donc il est bien revenu dans le match, notre ami Jean-Luc, du fait qu'il se soit décalé un petit peu plus vers l'est pendant un moment donné. Il était quand même relativement à l'ouest, vous voyez, et ça l'écartait de la route la plus courte, et c'est ce qui crée un petit peu ce différentiel artificiel. On va mesurer aussi la différence entre les deux bateaux. Je crois que c'est de l'ordre de 350 000, mais on va vérifier quand même. Voilà. Et voilà, 354. Donc vous voyez, 250 000 par rapport à la route directe et 350 000 de différence entre les deux bateaux. Donc on va regarder un petit peu ce que peut générer ce décalage. On voit que Mark Slatz, a priori, est sorti de la bulle anticyclonique qui lui barrait le passage dans le week-end. On le suspecte donc d'avoir utilisé son moteur pour avancer, ce qui suppose qu'il lui restait du gasoil, ce qui n'est plus le cas de Jean-Luc a priori. Alors je rappelle, parce qu'il y a eu pas mal de commentaires par rapport à ça, que le règlement de la course autorise, tel que c'était le cas en 1969, l'utilisation du moteur pour avancer, sauf à l'approche de l'arrivée, c'est-à-dire à 250 000 de l'arrivée, pour éviter évidemment qu'il y ait un concurrent qui passe la ligne d'arrivée au moteur, ce qui serait symboliquement un petit peu dommage. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des possibilités sur cette course, puisqu'elle est une réplique du Golden Globe de 1969, et que c'est comme ça que ça se déroulait à l'époque. Voilà, juste une petite précision par rapport aux commentaires nombreux qui ont parlé de cette situation. Et à mentionner aussi que ce n'est uniquement, ce sont des suppositions, hein. C'est-à-dire que par rapport à la météo qui était montrée et la vitesse de Mark, on suppose qu'il utilisait son moteur. C'est pas lui qui nous l'a signalé, donc il reste encore un petit peu d'incertitude par rapport à ça. Enfin, les prévisions météorologiques, a priori, étaient relativement précises. Donc voilà, ça doit être cette situation-là qui s'est déroulée. Simplement, il est descendu à 2 nœuds à la fin de sa traversée de l'anticyclone, donc on suppose que lui non plus n'a plus de gasoil. Un autre fait intéressant, c'est que nos deux marins ne reçoivent plus non plus de renseignements sur les grandes ondes. Ils ont visiblement tous les deux des soucis de licence. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant, parce que c'est des choses qu'on va commenter ensuite, mais en tout cas ça veut dire qu'ils n'auront plus que l'usage de leur météo marine pour recevoir donc les bulletins météo classiques pour se diriger jusqu'au Sables d'Olonne.
Donc ça va être intéressant aussi, puisque bon, évidemment, ce sera un petit peu, sans doute un peu moins précis que les informations dont il disposait jusque-là. Voilà pour ce point, donc on va avancer un petit peu dans le temps, on va regarder comment la situation météorologique évolue. Donc vous voyez, Marc, il est bien reparti, il a 6 nœuds 1, donc il a un mât un peu plus grand que Jean-Luc, d'1,50 m, enfin lui il a le mât, on va dire, qui va avec le bateau, alors que Jean-Luc lui avait choisi de raccourcir un petit peu son mât pour des raisons principalement de confort dans le Grand Sud. Et évidemment, ça le pénalise un petit peu pour la remontée de l'Atlantique. Et lui, en plus, il a des enrouleurs de grand voile, pendant que Marc, lui, donc, a des voiles d'avant classiques un petit peu plus performantes, avec un profil un peu meilleur. Bref, donc tous les deux sont au-dessus de 6 nœuds. 6 nœuds 1 pour Marc Slats et 6 nœuds 7 pour Jean-Luc Vandened, lui qui est dans un bon flux là, de nord-nord-ouest, qu'il pousse bien. Marc est dans un vent plus léger, mais il arrive à bien avancer aussi. Alors il faut rappeler aussi que c'est le côté qui est un petit peu plus délicat pour Jean-Luc, a priori. Donc il doit sans doute être très vigilant à pas trop pousser sur le bateau. Hein. Rappelez-vous que Jean-Luc avait été couché par une grosse vague et donc son mât avait été abîmé. Il a fait une réparation qui tient jusqu'ici, donc qui doit être bien solide, mais malgré tout, il est obligé de faire un petit peu, en tout cas de prendre ça en compte. Et en termes de pourcentage, Jean-Luc expliquait qu'au pré, il naviguait à peu près à 80% de sa vitesse. Donc on peut supposer que sur les allures de près, bon là c'est plutôt du travers, mais sur les allures de près, Marc Slats sera un petit peu plus rapide. Voilà, il faut s'en rappeler pour la suite des événements. Donc voilà, avançons un petit peu dans le temps. Donc là on voit que c'est relativement stable pour la journée à venir, si ce n'est que le vent sera un peu plus de face pour Marc Slats. On sait qu'il arrive à bien faire avancer son bateau au près. Mais voilà, ce qu'on note, c'est que quand même l'angle pour Jean-Luc, à mesure qu'il avance, est plus favorable pour lui permettre d'aller vers les Sables d'Olonne directement, pendant que Marc, lui, va avoir un peu plus de mal à remonter. Donc là, il y a la formation d'une zone de haute pression, mais bon, Jean-Luc devrait avancer, il devrait peut-être se faire rattraper un petit peu. Donc il sera peut-être menacé de ralentir un peu, mais lui, vous voyez, Marc Slats, plus il va avancer, plus le vent va l'empêcher de faire route directe vers les Sables d'Olonne. Donc il devrait y avoir quand même un petit avantage pour Jean-Luc, qui selon sa vitesse sera peut-être freiné un petit peu par la zone, la bulle sans vent là, qui est sur la même trajectoire que lui. Mais s'il arrive à se maintenir à l'avant, il continuera à avancer donc dans un régime de nord-ouest, pendant que Marc, lui, sera plus dans un régime de sud-ouest. Et alors ça va dépendre de la vitesse à laquelle il avance aussi, mais logiquement, il devrait y avoir un décalage comme ça entre les deux bateaux qui les feront évoluer dans des vents différents. Alors cette zone-là, elle a l'air assez délicate malgré tout dans son développement, puisqu'elle risque de se développer autour de Jean-Luc. Donc peut-être qu'il va être ralenti et que ça va permettre à Marc de remonter un petit peu sur lui. On a cette zone-là qui va bien gêner quand même a priori la progression de Jean-Luc, à moins qu'il décide d'incurver sa route un petit peu plus vers le haut. Mais bon, Marc Slats, il sera quand même embêté, lui, par des vents de face. Donc il risque d'y avoir un ralentissement général pour les deux bateaux. Et ensuite, plus on avance dans le temps, vous voyez, et plus, a priori, ce sera favorable à Jean-Luc, avec même une augmentation du vent. Bon, il ne sera pas encore dans ces zones-là, mais en tout cas, Marc, ça paraît quand même assez compliqué pour Marc Slats qui va devoir composer avec beaucoup de vent de face et éventuellement voilà, de zones où les vents seront faibles. Donc affaire à suivre,
Mais en tout cas, il reste encore un petit peu d'incertitude, je dirais malgré tout, à l'avantage de Jean-Luc, dont le positionnement un peu plus haut sur la carte devrait rendre sa progression un petit peu plus favorable. Enfin même beaucoup plus favorable si on se réfère à ce qu'on vient de voir. Maintenant, dans l'Atlantique Sud, notre ami Oukourandma, bon bah lui ça va un petit peu mieux pour lui. Il a été vraiment très ralenti hein, quasiment les 15 derniers jours dans une zone, on voit sa trajectoire, vous voyez, quand on regarde un petit peu sa trajectoire, on voit qu'il a souffert et que ça n'a pas été facile. Mais voilà, il a récupéré donc, eh bien voilà, là, un bon vent d'ouest, il a récupéré donc les alizés qui balayent maintenant. Ah bah non, excusez-moi, je suis pas bien réveillé ce matin. J'avais oublié de revenir sur donc la journée d'aujourd'hui. Mais enfin bon, voilà, ce sont des alizés, donc ils ont l'air bien établis maintenant et ça lui permet de progresser. Bon, à 4 nœuds 3, c'est pas encore une grande vitesse, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que ce qu'il a déjà de ce qu'il a eu les 2 dernières semaines, et ça va lui permettre de reprendre un petit peu d'avance sur Istvan Kopar, qui lui, visiblement, a choisi de... Alors, il est qu'à 1 nœud 7. Alors, il a peut-être un petit souci, notre ami Istvan Kopar, parce qu'il est quand même dans du vent assez fort. Et là, on a l'impression qu'il est un petit peu en fuite à 1 nœud 7. Alors peut-être qu'il a donc quelque chose à réparer, ou en tout cas, ou alors que le vent est beaucoup plus fort que ne le montre la cartographie. On voit que là, il est quand même dans un flux qui a l'air assez puissant. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Bon, non, ça ne va pas se développer, ça va rester calme. Mais en tout cas, voilà, il va avoir affaire, lui aussi, à des vents de face, pendant que Oukourandma, lui, sera dans un flux d'ouest qui va lui permettre de remonter directement vers le nord et sans doute d'augmenter pas mal son avance sur Istvan Kopar, qui était bien remonté sur lui depuis son passage du Cap Horn. Vous voyez, la distance entre les deux bateaux n'est plus que de 600 000 à peu près, alors qu'elle avait été beaucoup plus importante avant le passage du Cap Horn pour Istvan. Et on va regarder aussi la distance qui les sépare par rapport à la route directe. Donc Oukourandma, 4500 en gros. Voilà, donc il y a 500 000 d'écart par rapport à la route directe. Donc on gagne encore un peu du fait que Istvan Kopar est plus près que Oukourandma de la route directe, matérialisée ici en rouge. Mais on sait bien que voilà, la route la plus courte n'est pas forcément la plus rapide, loin de là, en course au large. Donc Istvan, son positionnement relativement ouest qui avait été favorable jusqu'ici, devient défavorable sur cette séquence météorologique-là, et on va voir combien de temps ça va durer. Voilà, ça va durer un moment. Après, l'angle va redevenir un petit peu plus favorable. Mais oui, il en a quand même pour quelques jours, notre ami Istvan. Donc l'écart devrait vraiment s'agrandir entre Oukou et Istvan dans les prochains jours. Voilà. Et maintenant, toujours dans le Pacifique, Tapio Lehtinen, qui prend beaucoup de plaisir à s'y trouver. Eh bien, écoutez, on voit qu'il a décidé de réincurver sa route vers le nord. Alors c'est sûrement parce qu'il y a un gros système en développement qu'il va chercher à éviter. On va regarder ça ensemble. Donc là, on arrive au 22 janvier et on voit effectivement que voilà, il y a un système assez étendu qui se rapproche de lui et dont la puissance va être maximale donc là à partir du 23 janvier. Et dont visiblement Tapio Lehtinen, le Finlandais, a choisi de rester au nord.
oui, on voit que là c'est très très puissant et en plus ça risque de générer une mer. Voilà, une mer qui risque d'être assez croisée et assez dangereuse. Donc Tapio, en fonction des prévisions météorologiques, voilà, a sans doute décidé d'éviter le plus gros de la tempête en se maintenant relativement nord. Voilà. Donc il pourra reprendre ensuite sa trajectoire vers le Cap Horn, voilà, dans du vent portant. Et on va continuer un petit peu. Ouais, il y aura une succession de coups de vent. Donc là, voilà, on arrive à la tempête dont je vous ai parlé, qui devrait passer un petit peu sous lui. Et ensuite, il devrait y avoir du vent portant jusqu'au Cap Horn, dans une mer qui devrait rester relativement formée. Vous voyez, donc si on regarde l'échelle des couleurs, voilà, on est entre 2 et 6 mètres, donc des choses assez classiques dans cette région du monde. Et eh bien, écoutez, jusqu'à la fin de la semaine, voilà, là encore un bon coup de vent, voilà, donc il va s'écraser sur la cordillère des Andes et accélérer, mais bon, il ne sera pas rendu là encore, notre ami Tapio. Donc voilà, l'approche du Cap Horn pour Tapio s'annonce musclée, avec plusieurs coups de vent qui vont se succéder. Il devrait rester relativement nord de la plus grosse dépression qui est en approche, mais malgré tout, ça devrait quand même pas mal le bousculer. Donc voilà en gros pour le point de ce lundi matin. La course entre Jean-Luc Vandenette et Mark Slatz s'annonce assez palpitante pour toutes les raisons que je vous ai décrites. Et eh bien, écoutez, on a une ETA pour Jean-Luc qui nous a été donnée par lui-même et qui concerne a priori le 31 janvier. Et au regard des prévisions, difficile d'estimer combien de temps Mark Slatz arrivait après. Tout ça ne reste que des suppositions, puisque évidemment la météo est relativement instable par rapport au gros système dépressionnaire là qu'il y a au-dessus. Et les choses peuvent encore changer, mais bon, la situation générale, quand même, dans sa globalité, laisse supposer que Jean-Luc a quand même l'avantage. Voilà, donc affaire à suivre. Restez vigilants. Le tracker a été actualisé toutes les 2 heures maintenant, donc on a des informations un petit peu plus précises quant à leur progression. Donc je vous invite à revenir régulièrement donc sur la cartographie, puisque vous voyez, les Sables d'Olonne ne sont plus très loin maintenant. Ils sont au large, Mark Slatz, lui, du sud du Portugal, et puis lui, Jean-Luc, il est quasiment au niveau là, de la frontière espagnole, donc ils sont plus très très loin, si ce n'est qu'ils sont quand même pas mal au large. Donc voilà, merci de votre attention, je vous dis rendez-vous à demain et tout au long de la semaine pour des points à la fois écrits ou des commentaires vidéo tels que celui-ci, voilà, pour se préparer à l'arrivée de nos marins qui sont depuis quasiment 204 jours en mer. Voilà, ça laisse quand même assez rêveur. À bientôt!